Un équipage riche, élégant, tiré par une paire de chevaux gris et fougueux, était arrêté au milieu de la rue. Il n'y avait pas de passagers, mais le cocher, descendu de son siège, se tenait à côté. On retenait les chevaux par la bride. Autour, une foule s'amassait. Derrière, des policiers. L'un d'eux tenait une petite lanterne allumée avec laquelle, se penchant, il éclairait quelque chose sur la chaussée, juste entre les roues. Tout le monde parlait, criait, s'exclamait. Le cocher semblait éberlué et répétait, de loin en loin, « Quel malheur, Jésus, mais quel malheur !» Raskolnikov se fraya un passage autant qu'il le put et découvrit enfin l'objet de cette agitation et de la curiosité. C'était un homme qui venait d'être écrasé par les chevaux et qui gisait sur le sol. Un homme visiblement inconscient, très mal habillé, mais en habit honnête, tout en sang. Le visage, la tête saignaient, le visage était couvert de plaies, déchiré, déchiqueté. On voyait qu'il s'était fait écraser très sérieusement. « Jésus !» marmonnait le cocher. « Mais comment l'éviter? Si j'avais été au galop encore, si j'avais pas crié. Mais non, je roulais tout doux, mesuré. » Tout le monde a vu, les gens y voient, moi je les crois. Quand on est saoul, on ne peut pas mettre un cierge droit, on sait bien. Je le vois, il traverse la rue, il tangue tout juste, s'il tombe pas, je lui crie 1 fois, 2 fois, 3 fois, je retiens les chevaux et lui, il s'écroule tout net comme ça, sous leurs sabots. Il avait fait exprès ou quoi? Ou vraiment il était très très saoul. Les chevaux, ils sont jeunes, vous comprenez, ils prennent peur. Ils ruent, lui il se met à crier, eux encore pire, et voilà le malheur. Ça s'est passé comme ça, fit la voix d'un témoin dans la foule. Il a crié, c'est vrai, 3 fois, il l'a prévenu, reprit une deuxième voix. Comme il faut, oui, 3 fois, tout le monde a entendu, cria une troisième voix. Du reste, le cocher n'était ni trop abattu, ni effrayé. On voyait que l'équipage appartenait à un propriétaire riche et influent qui l'attendait. Les policiers, on comprend bien, s'inquiétaient fort d'arranger cette dernière circonstance. Il fallait emporter l'écrasé au poste, puis à l'hôpital. Personne ne connaissait son nom. Entre-temps, Raskolnikov s'était frayé son chemin et se pencha plus près. Soudain, la lanterne éclaira violemment le visage du malheureux. Il le reconnut. « Je le connais, s'écria-t-il, se jetant tout à fait en avant. C'est un fonctionnaire, à la retraite, un conseiller titulaire. Marmeladov. Il habite ici, tout près, l'immeuble de Kozel. Vite, un docteur, je paierai, tenez. » Il sortit de l'argent de sa poche et le montra à un policier. Il était pris d'une agitation étonnante. Les policiers furent contents d'apprendre qui était l'écrasé. Raskolnikov se nomma également, donna son adresse, et à toute force, comme s'il s'agissait de son propre père, il essayait de convaincre les autres de transporter Marmeladov inconscient jusqu'à chez lui. « C'est là, à 3 immeubles d'ici, » s'agitait-il. « L'immeuble de Kozel, un Allemand, un Richard. Il devait rentrer chez lui, ivre-mort, je le connais, c'est un ivrogne. Là, il a une famille, une femme, des enfants. Il a une fille. Le temps qu'on le transporte à l'hôpital, et là, sans doute, dans l'immeuble, il y a un docteur, je paierai. Quand même, c'est les siens qui le veilleront. Ils vont l'aider, sinon, avant même l'hôpital, il sera mort. » Il eut même le temps de fourrer quelque chose, sans qu'on le remarquât dans une main. L'affaire du reste était claire et légale, et c'était là, de toute façon, que le secours était le plus près. L'écrasé fut relevé et emporté. Il y eut des gens pour aider. L'immeuble de Kozel se trouvait à une 30aine de pas. Raskolnikov marchait derrière, soutenant soigneusement la tête et indiquant la route. « Ici, sur l'escalier, il faut porter la tête en avant, faites demi-tour, comme ça. Je paierai, je serai reconnaissant, marmonnait-il. » Katerina Ivanovna, comme toujours, dès qu'elle avait une minute de libre, s'était mise à marcher de long en large dans la petite pièce de la fenêtre au poêle, aller et retour, les mains serrées très fort sur la poitrine, se parlant à elle-même et n'arrêtant pas de tousser. Ces derniers temps, elle parlait de plus en plus, et de plus en plus souvent avec sa fille aînée, la petite Polia, âgée de 10 ans, qui, même si elle ne comprenait pas encore tout, avait en revanche très bien compris que sa mère avait besoin d'elle, ce pourquoi elle la suivait de ses grands yeux intelligents et essayait de toutes ses forces de faire semblant de tout comprendre. Cette fois, Polenka déshabillait son petit frère, qui avait été un peu malade toute la journée, et le mettait au lit. Attendant qu'on lui change une chemise qui devait être lavée la nuit même, le gamin restait assis sur une chaise sans rien dire, la mine sérieuse, immobile et tout droit, ses petites jambes tendues, fermement collées l'une contre l'autre, ses petits talons en avant, le bout des pieds écartés. Il écoutait ce que disaient sa maman et sa sœur, les lèvres en avant, les yeux ronds, sans bouger, bref,
exactement ce que doivent faire tous les gentils petits garçons quand on les déshabille pour les mettre au lit. Encore plus petite que lui, une fillette, réellement en loques, se tenait devant le paravent et attendait son tour. La porte sur le palier était ouverte pour se défendre au moins ainsi contre la fumée de tabac qui affluait des autres pièces et qui à chaque instant faisait longuement et douloureusement tousser la malheureuse Fstizik. Katerina Ivanovna avait comme encore maigri depuis cette semaine, et ses taches rouges sur les joues brûlaient encore plus qu'avant. « Tu ne croiras pas, et tu ne peux pas t'imaginer, Polenka, disait-elle en marchant dans la chambre, cette gaieté, cette richesse qu'il y avait chez papa, et comment cet ivrogne m'a perdu, et comme il vous perdra vous tous. Papa était colonel du service civil et déjà presque gouverneur. Il ne lui restait qu'un seul pas de rien du tout, tout le monde venait le voir et lui disait « Même comme ça, Ivan Mikhaïlitch, nous vous considérons comme notre gouverneur. » Quand je... Oh, maudite vie, s'écria-t-elle, crachant ses glaires et se saisissant la poitrine. Quand je suis allée au dernier bal, chez le président. La princesse Betsemelnaya m'a remarqué, elle m'a béni, plus tard, quand j'ai épousé ton papa, Polia. Et elle a demandé tout de suite, « N'est-ce pas cette charmante jeune fille qui a dansé avec le châle au bal de fin d'études ? Ce trou-là, il faudra le recoudre. Tu pourrais prendre l'aiguille et raccommoder tout de suite, comme je l'ai montré, sinon demain... demain... il va le déchirer encore plus, » cria-t-elle à bout de force. À ce moment, le prince Shtechegolskoï, chambellan à la cour, venait d'arriver de Pétersbourg. Nous avons dansé une mazurka, et dès le lendemain, il voulait venir demander ma main. Mais je l'ai dissuadé moi-même en termes flatteurs. J'ai dit que mon cœur appartenait depuis longtemps à un autre. Cet autre, c'était ton père, Polia. Papa était dans une colère terrible. L'eau est-elle prête? Bon, donne-moi sa chemise. Et les bas? Lida, dit-elle à sa fille, la plus petite, cette nuit, dors comme ça, sans chemise. Essaie. Tes bas, pose-les à côté, pour tout laver en même temps. Et ce locteux qui ne rentre pas, ivrogne. Sa chemise, il l'a usée tellement, comme une serpillière, des loques. On fera tout d'un seul coup, pour ne pas s'épuiser de nuit de suite. Mon Dieu. Encore. Qu'est-ce que c'est? S'écria-t-elle, apercevant une foule sur le seuil et les gens qui se pressaient pour entrer dans sa chambre en portant quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous portez? Mon Dieu. On le met où? Demanda le policier qui regardait autour de lui quand ils eurent porté dans la pièce le corps sanglant et inconscient de Marmeladov. Sur le divan, posez-le tout de suite sur le divan, ici, la tête par ici, indiquait Raskolnikov. On l'a écrasé dans la rue, ivre, cria quelqu'un depuis le seuil. Katerina Ivanovna restait figée, pâle, respirant avec peine. Les enfants étaient terrorisés. La petite Lidotchka poussa un cri, se jeta vers Polenka, la serra dans ses bras et se mit à trembler de tout le corps. Après avoir étendu Marmeladov, Raskolnikov se précipita vers Katerina Ivanovna. « Au nom du ciel, apaisez-vous, n'ayez pas peur, disait-il d'une voix précipitée. Il traversait la rue, l'équipage l'a écrasé, n'ayez pas peur, il va reprendre conscience. J'ai dit de l'amener ici, je suis déjà venu chez vous, vous vous souvenez? Il va reprendre conscience, je paierai. » Il a son compte, s'écria Katerina Ivanovna au désespoir, et elle se jeta vers son mari. Raskolnikov remarqua très vite que cette femme n'était pas du genre à s'évanouir d'un coup. En une seconde, un coussin se retrouva sous la tête du malheureux, personne n'y avait encore pensé. Katerina Ivanovna se mit à le déshabiller, l'examiner. Elle s'agitait et ne se perdait pas, en s'oubliant elle-même, mordant ses lèvres, tremblante et renfonçant les cris prêts à jaillir de sa poitrine. Raskolnikov persuadait entre-temps quelqu'un de courir chercher un docteur. Le docteur, s'avéra-t-il, vivait dans l'immeuble voisin. « J'ai envoyé chercher le docteur, répétait-il à Katerina Ivanovna. Ne vous inquiétez pas, je paierai. Il n'y a pas d'eau? Et donnez une serviette, un essuie-main, quelque chose, vite. On ne sait pas encore comment il est blessé. Il est blessé, il n'est pas mort, soyez sûr. Que dira le docteur? » Katerina Ivanovna se précipita vers la fenêtre. Là, sur une chaise défoncée dans un coin, on avait installé une grande bassine de terre cuite avec l'eau préparée pour laver le linge des enfants et du mari pendant la nuit. Cette lessive nocturne était faite par Katerina Ivanovna elle-même, de ses propres mains, au moins 2 fois par semaine, et parfois plus souvent, car
Ils en étaient arrivés au point où il n'y avait plus du tout de linge de rechange, chaque membre de la famille ne possédait plus qu'un seul habit, et Katerina Ivanovna ne pouvait pas supporter la saleté, préférant se torturer la nuit à épuiser toutes ses forces quand tout le monde dormait, pour avoir le temps au matin de sécher le linge sur une corde tendue et fournir du linge propre plutôt que de voir de la saleté dans la maison. Elle saisit la bassine pour la porter comme le demandait Raskolnikov, mais elle faillit tomber avec sa charge. Lui, pendant ce temps, il avait déjà trouvé une serviette, l'avait mouillée d'eau et s'était mis à laver le visage sanglant de Marmeladov. Katerina Ivanovna se tenait là, reprenant douloureusement son souffle, les mains pressées sur la poitrine. Elle-même avait besoin d'aide. Raskolnikov commença à comprendre qu'il avait peut-être eu tort de persuader les autres de transporter l'écrasé ici. Le gendarme aussi restait interloqué. « Polya !» cria Katerina Ivanovna. « Cours chez Sonia, vite ! Si tu ne la trouves pas chez elle, tant pis. Dis que son père s'est fait écraser par des chevaux, qu'elle vienne tout de suite dès qu'elle sera rentrée. Vite, Polya ! Tiens, couvre-toi de ce foulard. »« Vite ! T'es vite ! Cours !» cria soudain le garçonnet, après quoi il se replongea dans le silence de son immobilité droite sur la chaise, les yeux toujours aussi ronds, les talons en avant, les poings écartés. Pendant ce temps, la chambre s'était remplie au point qu'une pomme n'aurait pas eu la place de tomber. Les policiers étaient partis, à part un seul qui restait là et essayait de chasser vers l'escalier le public qui se massait là. En revanche, depuis toutes les chambres intérieures, ce furent presque tous les locataires de madame Liebwesel qui jaillirent. Ils se pressèrent d'abord à l'entrée, puis en bande, ils envahirent la pièce elle-même. Katerina Ivanovna tomba dans un état second. « Ils pourraient au moins le laisser mourir tranquille » cria-t-elle à toute la foule. « Ils ont trouvé un spectacle, avec des cigarettes. Entrez aussi avec vos chapeaux. Il y en a un en chapeau, dehors, pour un cadavre au moins, ayez un peu de respect. » La toux étouffa, mais les réprimandes eurent leur effet. On avait même peur, visiblement, de Katerina Ivanovna. Les locataires, les uns après les autres, se pressèrent à nouveau vers les portes avec cette étrange sensation de contentement qu'on note toujours, même chez les gens les plus proches, quand un malheur soudain survient à leur intime. Une sensation qui n'épargne personne, sans exception, malgré les sentiments les plus sincères de regret et de compassion. Du reste, derrière la porte, on entendit des voix qui parlaient de l'hôpital et disaient que c'était inconvenant de déranger les gens de cette façon. « Mourir ici, inconvenant !» cria Katerina Ivanovna. Elle courait déjà à ouvrir la porte pour faire éclater sur eux tout un orage, quand, juste à la porte, elle se trouva face à madame Liebwesel en personne, qui venait d'apprendre le malheur et accourait à remettre de l'ordre. C'était une Allemande extrêmement capricieuse et désordonnée. « Ah, mon Dieu !» s'exclama-t-elle, les bras au ciel. « Votre mari ivre, écrasé par cheval, à l'hôpital faut. Je suis logeuse. Amalia Ludvigovna, je vous demande de penser à ce que vous dites, commença Katerina Ivanovna d'une voix hautaine. Elle parlait toujours d'un ton hautain à la logeuse, pour que celle-ci n'oublie pas qui elle était, et même, en un moment pareil, elle était incapable de se refuser ce plaisir. Amalia Ludvigovna, je vous dis 1000 fois, vous jamais osé dire Malia Ludvigovna, je suis Malia Vanna. Vous n'êtes pas Malia Vanna, mais Amalia Ludvigovna. Mais comme je ne suis pas de vos vils flatteurs comme monsieur Lebeziatnikov, qui ose rire en ce moment derrière la porte. De fait, derrière la porte, on venait d'entendre un rire et un cri. En avant la musique! Je vous appellerai toujours Amalia Ludvigovna, même si, décidément, je n'arrive pas à comprendre ce qui vous déplaît en ce nom. Vous voyez bien ce qui arrive à Semyon Sakharovitch. Il est en train de mourir. Je vous demande de fermer cette porte à clé tout de suite et de ne laisser entrer personne. Laissez-le au moins mourir tranquille, sinon je vous assure, votre acte remontera au gouverneur de la ville en personne. Le prince m'a connu quand j'étais jeune fille et se souvient très bien de Semyon Sakharovitch, qu'il a souvent couvert de ses bienfaits. Tout le monde sait que Semyon Sakharovitch avait beaucoup d'amis et de protecteurs, qu'il a lui-même abandonné dans sa noble fierté, sentant sa faiblesse malheureuse. Mais à présent, elle indiqua Raskolnikov, nous sommes aidés par un jeune homme généreux qui a des moyens et des amitiés, et que Semyon Sakharovitch a connu tout enfant, et soyez assurés, Amalia Ludvigovna.
Tout cela était prononcé dans un débit d'une précipitation extrême de plus en plus vite, mais là tout interrompit soudain l'éloquence de Katerina Ivanovna. À cette minute, le mourant reprit conscience et gémit, et elle courut vers lui. Le malade ouvrit les yeux, et encore, sans rien reconnaître ni comprendre, il se mit à scruter Raskolnikov qui se tenait devant lui. Il respirait lourdement, profondément, de loin en loin. Du sang s'écrasait à la commissure de ses lèvres, de la sueur lui perlait sur le front. Ne reconnaissant pas Raskolnikov, il fit rouler ses yeux avec inquiétude. Katerina Ivanovna le regardait d'un regard triste et sévère, mais des larmes lui coulaient des yeux. « Mon Dieu, il a toute la poitrine écrasée, et le sang, tout le sang, prononça-t-elle au désespoir. Il faut le déshabiller. Tourne-toi un peu, Semyon Sakharovitch, si tu peux, lui cria-t-elle. Marmeladov la reconnut. Un prêtre, murmura-t-il d'une voix enrouée. Katerina Ivanovna s'écarta vers la fenêtre, s'appuya le front au cadre de la fenêtre et s'exclama avec désespoir. « Oh, cette vie maudite !»« Un prêtre, hein ?» reprit le mourant après un silence d'une minute. « Ça y est !» lui cria Katerina Ivanovna. Il entendit le cri et se tut. C'est d'un regard timide et angoissé qu'il la cherchait. Elle revint vers lui et se mit à son chevet. Il s'apaisa un peu, mais pas pour longtemps. Bientôt ses yeux s'arrêtèrent sur la petite Lidotchka, sa préférée, qui tremblait dans un coin, comme dans une crise, et le regardait de ses yeux étonnés, fixes, comme peuvent l'être ceux des enfants. « Ah, marmonnait-il, la désignant avec inquiétude. Il y avait quelque chose qu'il voulait dire. « Quoi encore ?» cria Katerina Ivanovna. « Ces petits pieds nus, ces petits pieds nus !» marmonna-t-il, désignant d'un regard à moitié fou les petits pieds nus de la fillette. « Tais-toi !» cria d'une voix rageuse Katerina Ivanovna. « Tu le sais bien pourquoi ils sont tout nus, ces petits pieds !»« Dieu soit loué le docteur !» cria tout heureux Raskolnikov. Entra un docteur, un petit vieillard soigneux, un Allemand, qui regardait autour de lui d'un œil méfiant. Il vint vers le malade, lui prit le pouls, palpa attentivement sa tête, et avec l'aide de Katerina Ivanovna déboutonna sa chemise, tout inondée de sang, et dénuda la poitrine du malade. Toute la poitrine était ravagée, écrabouillée, déchiquetée. Quelques côtes à droite étaient cassées. À gauche, juste au niveau du cœur, il y avait une tache noire et jaunâtre, énorme, terrible, le violent coup de sabot. Le docteur fronça les sourcils. Le policier lui raconta que l'homme qui s'était fait écraser avait été pris dans une roue et emporté dans le mouvement pendant une bonne trentaine de pas sur la chaussée. « L'étonnant est qu'il se soit réveillé, » chuchota tout bas le docteur à Raskolnikov. « Que direz-vous » demanda celui-ci. « Il va mourir tout de suite. Il n'y a vraiment aucun espoir ?»« Aucun. Le dernier soupir. En plus, la tête est très dangereusement blessée. Ah, on peut peut-être faire une saignée, mais ce sera inutile. Dans 5 ou 10 minutes, il mourra à coup sûr. Mais faites donc la saignée, si vous voulez. Mais je vous préviens que ce sera tout à fait inutile. Pendant ce temps, on entendit encore des pas. La foule dans l'entrée s'ouvrit et un prêtre, un petit vieux chenu, apparut sur le seuil, portant les derniers sacrements. Le policier l'accompagnait encore depuis la rue. Le docteur lui céda tout de suite la place et échangea avec lui un regard grave. Raskolnikov demanda au docteur d'attendre ne serait-ce qu'encore un petit peu. Celui-ci haussa les épaules et resta. Tout le monde s'écarta. La confession dura très peu de temps, le mourant ne comprenait sans doute pas grand-chose. Il ne pouvait plus prononcer que des sons saccadés, obscurs. Katerina Ivanovna prit Lidotchka, fit descendre le garçon de la chaise, et s'écartant dans un coin à côté du poêle, elle se mit à genoux et fit agenouiller les enfants devant elle. La fillette ne faisait que trembler. Le garçon, s'appuyant sur ses genoux tout nus, levait le bras d'un geste mesuré, se signait de la croix pleine et s'inclinait jusqu'à terre en se cognant le front, ce qui, visiblement, lui faisait un plaisir tout particulier. Katerina Ivanovna se mordait les lèvres et retenait ses larmes. Elle aussi, elle priait,
arrangeait de loin en loin la chemise de l'enfant et avait eu le temps de jeter sur les épaules trop dénudées de la fillette un foulard qu'elle avait pris dans la commode sans se lever et sans interrompre sa prière. Pendant ce temps, les curieux se remirent à ouvrir les portes intérieures. Les spectateurs, venus de tout l'escalier, formaient une masse de plus en plus compacte dans le vestibule, sans franchir, du reste, le seuil de la chambre. Un seul restant de bougie éclairait toute la scène. À cette minute, venant du vestibule, Polenka, qui avait couru chercher sa sœur, se fraya précipitamment un passage à travers la foule. Elle entra hors d'haleine d'avoir couru très vite, ôta le foulard dont elle s'était couverte, retrouva des yeux sa mère, s'approcha d'elle et dit « Elle arrive, je l'ai croisée dans la rue. » La mère lui fit plier les genoux et la plaça à côté d'elle. Dans la foule, sans bruit, timidement, une jeune fille se fraya un passage, et bien étrange était sa brusque apparition dans cette pièce, au milieu de la misère, des loques, de la mort et du désespoir. Elle aussi portait des loques. Ses parures ne valaient pas 2 sous, mais elle était décorée à la mode de la rue, d'après le goût et les règles en vigueur dans son monde particulier, avec un but évident et honteux. Sonia s'était arrêtée dans l'entrée, juste devant le seuil, mais ne franchissait pas ce seuil et avait l'air égaré. Sans rien comprendre visiblement, et oubliant sa robe achetée de 4e main, une robe de soie indécente ici, colorée avec une traîne d'une longueur ridicule et une crinoline invraisemblable qui obstruait toute la porte, oubliant également ses bottines claires, sa petite ombrelle, inutile la nuit, mais qu'elle avait emportée, et son petit chapeau de paille rond et ridicule avec une plume éclatante couleur de feu. Sous ce chapeau mis de travers à la garçonne apparaissait un petit visage maigre, pâle et plein de terreur, la bouche ouverte et les yeux immobiles sous l'effet de l'épouvante. Sonia était de petite taille, elle avait environ 18 ans. C'était une petite blonde, toute maigrelette, mais assez jolie, avec de remarquables yeux bleus. Elle regardait fixement le lit, le prêtre. Elle aussi, elle haletait d'avoir marché trop vite. Finalement, les murmures, certains mots de la foule lui parvinrent sans doute. Elle baissa la tête, franchit le seuil et se plaça dans la chambre, mais là encore, juste à la porte. La confession et l'extrême onction s'achevèrent. Katerina Ivanovna revint vers le lit de son mari, le prêtre se retira et en repartant se retourna pour dire 2 mots à Katerina Ivanovna à titre de conseil et de consolation. « Et eux, je les mettrai où ?» l'interrompit-elle d'une voix violente et irritée désignant les enfants. « Dieu est miséricordieux. Ayez foi en l'aide du Très-Haut, » voulut dire le prêtre. « Psst, miséricordieux, ouais, mais pas pour nous. C'est un péché, madame, remarqua le prêtre, hochant la tête. « Et ça, ce n'est pas un péché » cria Katerina Ivanovna en indiquant le mourant. « Peut-être ceux qui sont la cause involontaire voudront-ils bien dédommager, ne serait-ce que pour la perte des revenus. »« Mais vous ne comprenez pas » cria rageusement Katerina Ivanovna avec un geste d'impuissance. « De quoi voulez-vous dédommager, hein? C'est lui-même, ivre mort, qui s'est jeté sous les chevaux. » « Lesquels de revenus? Ce n'étaient pas des revenus avec lui, ce n'était rien qu'un supplice, parce qu'il nous buvait tout, ivrogne comme il était. Il nous volait, il portait tout à la taverne, toute leur vie à eux et toute la mienne. Il nous l'a démoli à la taverne, et Dieu soit loué qu'il meure au moins, ça arrête les frais. Il faudrait pardonner à l'heure dernière, et ça c'est un péché, madame, ces sentiments, c'est un grand péché. » Katerina Ivanovna s'agitait au chevet du malade, et lui donnait à boire, essuyait le sang et la sueur de son visage, redressait les oreillers et parlait avec le prêtre en ayant rarement le temps de se tourner vers lui pendant qu'elle s'affairait. Cette fois, soudain, elle se jeta sur lui presque dans un état second. « Oh, mon père, des mots, rien que des mots, pardonnez.
Il serait rentré aujourd'hui ivre s'il ne s'était pas fait écraser. Sa chemise qu'il a sur lui, la seule, usée, en loques, il serait tombé, arroupillé, et moi jusqu'à l'aube je serais resté les bras dans l'eau à laver ces vieilles nippes et celles des gosses, et je les aurais séchées à la fenêtre. Et là, tout de suite, quand il aurait fait jour, je me serais mis à recoudre. Ça aurait été ça ma nuit, et vous à parler de pardon. Même ça j'ai pardonné. Une toux profonde, terrifiante, interrompit ces mots. Elle cracha dans son mouchoir et mit le crachat sous le nez du prêtre, tandis que son autre main se serrait avec douleur sur sa poitrine. Le mouchoir était plein de sang. Le prêtre baissa la tête et ne dit rien. Marmeladov était à l'agonie dernière. Il ne quittait pas des yeux le visage de Katerina Ivanovna qui se penchait sur lui. Il cherchait toujours à lui dire quelque chose. Il avait commencé, remuant la langue avec effort et articulant des sons obscurs, mais Katerina Ivanovna, qui avait compris qu'il lui demandait pardon, lui cria tout de suite d'une voix impérieuse « Tais-toi! Pas la peine! Je sais ce que tu veux dire !» Et la malade se tut. Or, à cette minute, son regard errant tomba sur la porte et il découvrit Sonia. Jusqu'alors, il ne l'avait pas remarquée. Elle se tenait dans un coin et dans l'ombre. « Qui est-ce ? Qui est-ce » murmura-t-il soudain, d'une voix rauque et haletante, bouleversé d'inquiétude en indiquant des yeux terrorisés la porte où se tenait sa fille et essayant de se redresser. « Reste couché, couché !» voulut crier Katerina Ivanovna. Mais dans un effort surnaturel, il eut le temps de prendre appui sur son bras. Il posait un regard frénétique et figé sur sa fille comme s'il ne la reconnaissait pas, et puis il ne l'avait jamais vue dans ce costume. Soudain il la reconnut, humiliée, assassinée, surdécorée, honteuse, attendre humblement son tour de faire ses adieux à son père mourant. Une souffrance infinie s'afficha sur le visage de celui-ci. « Sonia, ma fille, pardon, » cria-t-il. Et il voulut lui tendre le bras, mais, perdant son appui, il chancela et s'effondra de son divan, le visage à même le sol. On se précipita pour le relever, on le posa, mais il s'en allait déjà. Sonia poussa un petit cri, elle accourut, elle le prit dans ses bras et demeura figée dans cette étreinte. Il mourut dans ses bras. Et il l'a eu, ce qu'il voulait, cria Katerina Ivanovna, voyant le cadavre de son mari. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment est-ce que je vais l'enterrer? Et eux demain, je vais les nourrir comment? Raskolnikov s'approcha de Katerina Ivanovna. Katerina Ivanovna, commença-t-il, la semaine dernière, feu votre mari m'a raconté toute sa vie et toutes les circonstances. Soyez sûr qu'il m'a parlé de vous avec un respect exalté. Depuis ce soir-là, quand j'ai appris à quel point il vous était dévoué et comme il vous aimait, et il vous respectait, tout spécialement, Katerina Ivanovna, malgré sa malheureuse faiblesse. Depuis ce soir-là, nous sommes devenus amis. Permettez-moi à présent de participer à l'hommage à mon ami défunt. Voilà. 20 roubles, je crois, et si cela peut vous aider un peu, eh bien, en un mot, je repasserai. Je repasserai sans faute, je repasserai dès demain, si ça se trouve. Adieu. Et il sortit précipitamment de la chambre, se frayant au plus vite un chemin dans la foule jusqu'à l'escalier. Mais dans la foule, il se cogna soudain contre Nicodim Fomitch, qui, après avoir appris l'accident, avait voulu prendre des dispositions lui-même. Il ne s'était pas revu depuis la scène du commissariat, mais Nicodim Fomitch le reconnut en un clin d'œil. « Oh, c'est vous » lui demanda-t-il. « Il est mort, » répondit Raskolnikov. « Le docteur est venu et le prêtre. Tout est en règle, ne dérangez pas une très pauvre femme, elle est déjà phtisique. Redonnez-lui courage si vous pouvez. Vous êtes un homme bon, je sais, » ajouta-t-il avec un mauvais sourire en le regardant droit dans les yeux. « Donc, vous êtes complètement trempé de sang, » remarqua Nicodim Fomitch, observant à la lumière d'une lanterne quelques taches fraîches sur le gilet de Raskolnikov. « Oui, je suis trempé, je suis tout en sang, » murmura Raskolnikov avec un air particulier, puis il sourit, salua de la tête et descendit l'escalier. Il descendait doucement, sans hâte,
tremblant de fièvre, et sans en avoir conscience, plein de la sensation nouvelle incommensurable du grand flux d'une vie nouvelle et puissante. Cette sensation pouvait ressembler à la sensation d'un condamné à mort à qui, soudain, sans qu'il ait pu s'y attendre, on vient de lire sa grâce. À la moitié de l'escalier, le prêtre qui rentrait chez lui le rattrapa. Raskolnikov, sans rien dire, le laissa passer, échangeant avec lui un salut muet, mais il descendait déjà les dernières marches quand il entendit soudain des pas précipités derrière son dos. Quelqu'un le rattrapait, c'était Polenka. Elle courait à sa poursuite et l'appelait. « Écoutez, écoutez !» Il se retourna vers elle. La fillette dégringola le dernier escalier et s'arrêta jusqu'à côté de lui, une marche au-dessus. Une lumière terne arrivait de la cour. Raskolnikov distingua le petit visage maigre et mignon de la fille, le visage qui lui souriait et le regardait joyeusement comme une enfant. Elle accourait, porteuse d'une mission qui, visiblement, lui plaisait beaucoup à elle-même. « Écoutez, comment vous appelez-vous? Et puis, où vous habitez ?» demanda-t-elle à la hâte, d'une petite voix haletante. Il posa ses deux mains sur ses épaules et la regarda avec une sorte de bonheur. Il lui était si doux de la regarder. Il ne savait pas pourquoi. « Qui vous envoie ?»« C'est ma sœur Sonia qui m'envoie, » répondit la petite fille avec un sourire encore plus joyeux. « J'étais sûr que c'était votre sœur Sonia qui vous envoyait. Maman aussi, elle m'envoie. Quand ma sœur Sonia m'a envoyé, maman aussi, elle est venue et elle a dit « Cours vite, Polenka. » Vous l'aimez, votre sœur Sonia? C'est elle que j'aime le plus, répondit Polenka avec une sorte de fermeté, et son sourire devint soudain plus sérieux. Et moi, vous m'aimerez? Pour toute réponse, il vit le petit visage de la fillette et ses petites lèvres charnues qui s'approchaient naïvement pour l'embrasser. Soudain, des bras fins comme des allumettes le serrèrent de toute leur force. Sa tête se pencha sur son épaule, et la petite fille se mit à pleurer doucement, le visage serré toujours plus fort contre le sien. « J'ai de la peine pour papa, » murmura-t-elle après une minute, relevant son visage en pleurs et essuyant ses larmes avec ses mains. « Il y a tant de malheur maintenant, » ajouta-t-elle d'un coup, avec cet air d'une gravité particulière et soulignée que les enfants prennent quand ils veulent soudain parler comme les grands. « Et votre papa, il vous aimait ?»« C'est Lidotchka qui l'aimait le plus, » poursuivait-elle très sérieusement et sans sourire, cette fois tout à fait comme une grande. « Parce qu'elle était petite qu'il l'aimait, et parce qu'elle est malade aussi. Il lui portait des gâteaux tout le temps, et nous, il nous apprenait à lire, et moi, la grammaire et le catéchisme, » ajouta-t-elle avec dignité. Et maman, elle ne disait rien, mais on savait, nous, qu'elle aimait ça. Et papa aussi. Et maman, elle veut m'apprendre le français, parce qu'il est déjà temps que je reçoive de l'instruction. Et vous savez prier? Oh, mais bien sûr, depuis longtemps. Moi, parce que je suis déjà grande, je prie à voix basse, et Kolia et Lidotchka avec maman à haute voix. D'abord, ils disent le « Je vous salue Marie », après encore une autre prière. Mon Dieu, pardonnez et bénissez notre sœur Sonia. Et puis encore après, mon Dieu, pardonnez et bénissez notre deuxième papa, parce que le premier, il est mort, et celui-là pour nous, c'est le deuxième, et donc pour lui aussi. On prie le bon Dieu. Polechka, je m'appelle Rodion. Un jour, priez aussi pour moi. Et votre esclave Rodion, rien d'autre. Toute ma vie je vais prier pour vous, reprit avec chaleur la fillette. Et soudain, elle se remit à rire, se jeta vers lui, et l'étreignit une nouvelle fois. Raskolnikov lui dit son nom, lui donna son adresse, et promit de passer sans faute dès le lendemain. La fillette repartit complètement exaltée. Il était 10 heures passées quand il sortit sur le trottoir. 5 minutes plus tard, il se tenait sur ce pont, d'où, tout à l'heure, la femme s'était jetée dans le canal. « Assez », prononça-t-il d'un ton résolu et solennel. « Ça suffit, les mirages, les peurs qu'on se fait à soi-même, ça suffit, les fantômes. La vie existe. Est-ce que je ne viens pas de vivre? Ma vie, elle n'est pas morte avec la sale vieille. Que le bon Dieu ait son âme, et ça va comme ça, la vieille, dormez en paix. Le règne de la raison et de la lumière maintenant et de la volonté et de la force. Et on verra bien maintenant. Maintenant on peut se mesurer.
ajouta-t-il d'un ton hautain, comme s'il s'adressait à une espèce de force obscure et qui la défiait. Et moi qui acceptais de vivre dans une archine d'espace. Cette faiblesse que j'ai en ce moment, mais j'ai l'impression que toute la maladie est passée. Je savais bien qu'elle passerait quand je suis sorti tout à l'heure. Tiens, l'immeuble de Pochinkov, c'est à 2 pas. Évidemment, tiens, chez Razumikine, même si ce n'était pas à 2 pas. Qu'il le gagne son pari, qu'il s'amuse lui aussi, pas grave, bon. De la force, c'est de la force qu'il faut. Sans force on ne peut rien. Et la force, ça se gagne par la force, c'est ça qu'ils ne savent pas, eux, ajouta-t-il d'une voix fière et assurée. Et il se remit en route en parvenant à peine à bouger les jambes sur le pont. La fierté et l'assurance croissaient en lui à chaque minute. À chaque minute, il n'était plus l'homme qu'il était à la minute précédente. Pourtant, que s'était-il passé de si particulier qu'il l'avait retourné à ce point? Lui-même ne le savait pas, lui qui essayait de s'accrocher à une paille. Il lui sembla soudain qu'on pouvait encore vivre, que la vie existait encore, que sa vie n'était pas morte avec la sale vieille. Peut-être s'était-il trop hâté de conclure, mais il n'y pensait pas. Et pour l'esclave Rodion, j'ai demandé, n'empêche qu'elle dise une prière, sentit-il soudain fuser dans sa tête. Mais bon, c'est à tout hasard, ajouta-t-il, et il éclata de rire à sa gaminerie. Il était d'une humeur tout à fait excellente. Il n'eut pas de mal à trouver Razumikine. On connaissait déjà le nouveau locataire dans l'immeuble de Pochinkov, et le gardien lui indiqua le chemin tout de suite. Déjà, à la moitié de l'escalier, on distinguait le bruit et la conversation animée d'une grande réunion. La porte sur l'escalier était grande ouverte, on entendait des cris et des débats. La chambre de Razumikine était spacieuse. La réunion comptait bien 15 personnes. Raskolnikov s'arrêta dans l'entrée. Là, derrière la cloison, les 2 bonnes de la logeuse s'agitaient autour de grands samovars, de bouteilles, d'assiettes et de plats avec une tourte et des hors-d'œuvre venus de la cuisine de la logeuse. Raskolnikov envoya chercher Razumikine. Celui-ci accourut, radieux. On voyait au premier coup d'œil qu'il avait vraiment beaucoup bu, et même si Razumikine n'arrivait presque jamais à se saouler complètement, cette fois, on voyait malgré tout qu'il n'en était pas loin. « Écoute, » s'empressa de lui dire Raskolnikov, « je suis juste venu te dire que tu as gagné ton pari et que c'est vrai que personne ne peut jurer du lendemain, mais je ne peux pas entrer. Je suis si faible que j'ai peur de tomber, donc bonjour et adieu. Et demain, viens me voir. » Tu sais quoi, je te raccompagne chez toi parce que quand tu le dis toi-même que tu es faible, alors, t'es invité. Qui c'est ce frisé qui vient de regarder ce qui se passe ici? Celui-là? Je ne sais rien, quelqu'un que mon oncle connaît, je parie, ou peut-être qu'il est venu tout seul. Je laisse mon oncle avec eux. Un vrai trésor, cet homme-là. Dommage que tu ne puisses pas faire sa connaissance en ce moment. Mais qu'ils aillent au diable tous, ils n'ont rien à faire de moi en ce moment, et moi aussi, il faut que je sorte me rafraîchir parce que, vieux, tu arrives pile. Encore 2 minutes et sûr, on se serait battu. Il raconte de ses stupidités. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point l'homme peut s'incruster dans le mensonge. D'ailleurs, comment ça tu ne peux pas? Nous, toi et moi, est-ce qu'on ne ment pas aussi? Mais bon, qu'ils mentent tout ce qu'ils veulent. Un jour, ils arrêteront bien de mentir. Assieds-toi une seconde, j'amène Sosimov. Sosimov se jeta sur Raskolnikov avec même une sorte d'avidité. On sentait en lui une sorte de curiosité particulière. Très vite, son visage s'éclaircit. « Au lit, immédiatement !» conclut-il après avoir autant que possible ausculté son patient. « Et pour la nuit, prendre encore un petit truc. Vous le prendrez. J'avais préparé ça tout à l'heure, une petite dose de poudre. »« Même 2, répondit Raskolnikov. La poudre fut avalée sur le champ. « C'est très bien que tu le raccompagnes toi-même, remarqua Sosimov à Razumikine. Pour demain, on verra, mais aujourd'hui, c'est même pas mal du tout. Un changement considérable par rapport à hier. On n'a jamais fini d'apprendre. Tu sais ce que Sosimov vient de me souffler à l'oreille quand on sortait, lança Razumikine, sitôt qu'ils se retrouvèrent dehors. Moi, vieux, je vais te le dire, parce qu'ils sont tous des imbéciles. Sosimov m'a prescrit de te parler sans arrêt en chemin et de te faire parler et après de lui raconter parce qu'il a une idée. Que tu es fou
ou proche de l'être. Tu peux t'imaginer? D'abord, tu es 3 fois plus intelligent que lui. Ensuite, si tu n'es pas fou, alors tu t'en fiches complètement qu'il ait ces bêtises dans la cervelle. Et troisièmement, ce grand morceau de viande, il est chirurgien de spécialité, et en ce moment, il délire sur les maladies mentales. Et en ce qui te concerne, ce qui l'a retourné d'une façon définitive, c'est ta conversation aujourd'hui avec Tsamiotov. Tsamiotov t'a tout raconté? Tout. Et il a très bien fait. Maintenant, je comprends les tenants et les aboutissants. Et Tsamiotov aussi, il a compris. Bon, en un mot, Rodia, le fait est que... Je suis un petit peu saoul en ce moment, mais pas grave. Le fait est que cette idée... Tu comprends? Réellement, elle leur est venue en tête. Tu comprends? C'est-à-dire, personne d'entre eux n'osait la dire à haute voix parce que la bêtise la plus invraisemblable, et surtout depuis que ce peintre a été arrêté, tout s'est effondré, ça a fini pour toujours. Mais eux, pourquoi est-ce qu'ils sont bêtes? Sur le coup, moi, Tsamiotov, je l'avais un peu cogné. Ça reste entre nous, vieux. S'il te plaît, pas même une allusion que tu es au courant. J'ai remarqué qu'il était chatouilleux. J'ai l'avis de ça. Ça s'est passé. Mais aujourd'hui, tout est devenu clair. Le truc, c'est Ilya Petrovitch. Sur le coup, il a utilisé ton évanouissement au poste, mais lui aussi, il a eu honte ensuite. Moi, je sais bien. Raskolnikov écoutait avidement. Razumikine, ivre, racontait tout. Si je me suis évanoui, c'est qu'il faisait très lourd et que ça sentait la peinture à l'huile, dit Raskolnikov. Et il m'explique encore. Mais ce n'était pas que la peinture, ta maladie qui couvait depuis 1 mois. Zosimov peut témoigner. Mais comment tu l'as tué, ce petit gars, maintenant? Tu peux pas t'imaginer. Je ne vaux pas son petit doigt, il dit à cet homme-là. Le tien de petit doigt. Ça lui arrive, vieux, d'avoir bon cœur. Mais la leçon qu'il a reçue au palais de cristal, ça c'est le sommet de la perfection, parce que au début tu l'as terrorisé, il en était aux convulsions, tu l'obliges presque à être sûr de toute cette absurdité, de cette monstruosité, et après ça d'un coup, tu lui tires la langue. Tiens, je t'ai eu. La perfection. Maintenant il est écrasé, anéanti. Tu es un crack, je te jure. Tout ce qu'il mérite. Ah, j'aurais voulu voir ça. C'était terrible ce qu'il t'attendait maintenant. Porphyrie aussi veut faire ta connaissance. Ah, lui aussi alors. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décrété que j'étais fou? C'est-à-dire pas fou. J'ai l'impression, vieux, que je bavarde trop. Ça l'a frappé, tu vois, encore tout à l'heure, qu'il y ait que ce point-là qui t'intéresse. Maintenant, on le comprend, pourquoi il t'intéresse, une fois qu'on sait les circonstances. Comment ça t'a frappé, tout ça? Et comme ça s'est mêlé avec la maladie. Oh, je suis un peu saoul, vieux, mais le diable l'emporte, il a comme une idée à lui, je te dis, il délire sur les maladies mentales. Toi, tu peux t'en fiche. Il y eut un silence d'une demi-minute. Écoute, Razumikine, reprit Raskolnikov, je veux te dire ça tout net. Je suis allé chez un mort tout de suite, un fonctionnaire qui est mort. Là, j'ai donné tout mon argent, et en plus, j'ai été embrassé par un être qui... Même si j'avais tué quelqu'un, lui aussi... Bref, j'ai vu encore un autre être avec une plume de feu. Mais je commence à dire des bêtises, je suis très faible. Soutiens-moi. Et puis, c'est l'escalier. Là. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Demandait Razumikine très inquiet. La tête qui tourne un peu. Mais ce n'est pas ça, c'est que je me sens si triste, comme une femme. Je te jure. Regarde, qu'est-ce que c'est? Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas? De la lumière dans ma chambre, tu vois? Par la fente. Il se tenait déjà devant le dernier escalier à côté de la porte de la logeuse, et de fait d'en bas, on pouvait voir de la lumière dans le cagibi de Raskolnikov. C'est bizarre. Nastasia, peut-être, remarqua Razumikine. Elle ne vient jamais chez moi à cette heure. Elle dort depuis longtemps, mais... Tout m'est égal. Adieu. Qu'est-ce que tu as? Je t'accompagne, on y va ensemble. Je sais qu'on y va ensemble, mais je veux te serrer la main ici et te faire mes adieux. Allez, donne-moi ta main. Adieu. Qu'est-ce qui t'arrive, Rodia? Rien. Viens.
Tu seras témoin. » Ils se mirent à gravir l'escalier et l'idée que Zossimov avait peut-être bien raison fusa dans l'esprit de Razumikine. « Je lui ai fait une rechute avec mon bavardage, » marmonna-t-il en lui-même. Soudain, approchant de la pièce, ils entendirent des voix. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria Razumikine. Raskolnikov saisit la porte le premier et l'ouvrit d'un coup sec. Il l'ouvrit, et il resta figé sur le seuil comme frappé par la foudre. Sa mère et sa sœur étaient assises sur le divan et l'attendaient depuis déjà 1h30. Pourquoi est-ce elle qui attendait et à qui il avait pensé le moins, malgré la nouvelle répétée le jour même qu'elles étaient parties, qu'elles arrivaient, qu'elles seraient là de minute en minute? Pendant toute cette 1h30, s'interrompant l'une l'autre, elles avaient questionné Nastasia, qui ne les avait pas quittées et qui avait déjà eu le temps de leur raconter tous les détails. Elles avaient été folles d'inquiétude quand elles avaient appris qu'ils s'étaient échappés aujourd'hui, malades, et comme on le comprenait au récit, évidemment en plein délire. Mon Dieu, que lui arrive-t-il? Elles pleuraient toutes les deux, elles avaient souffert la passion pendant cette 1h30 d'attente. Un cri de bonheur, d'exaltation accueillit l'apparition de Raskolnikov. Elles se jetèrent vers lui, mais lui, il restait là comme un mort. Une conscience soudaine, insupportable, venait de le frapper, comme la foudre. Et même ses bras ne se levaient pas pour les embrasser. Il ne pouvait pas. La mère et la sœur le serraient dans leurs étreintes, l'embrassaient, riaient, pleuraient. Il fit un pas en avant, chancela, et s'effondra au sol, évanoui. Alarme, cris d'effroi, sanglots, Razumikine, qui était resté sur le seuil, bondit dans la chambre, saisit le malade dans ses bras puissants, et celui-ci, en un clin d'œil, se retrouva sur le divan. « Ce n'est rien, » criait-il à la mère et à la sœur. « Il s'est évanoui, c'est des bêtises. Le docteur vient de dire qu'il se sentait beaucoup mieux, qu'il est en pleine forme. De l'eau, voilà. Il revient à lui, voilà, il se réveille. » Et, saisissant la main de Dounietchka si fort qu'il faillit la lui tordre, il la pencha pour lui montrer que, ça y était, il se réveillait. La mère et la sœur regardèrent Razumikine comme une providence, avec reconnaissance et émotion. Nastasia leur avait déjà dit ce qu'il avait été pour leur Rodia tout le temps qu'il avait été malade. Ce jeune homme dégourdi, comme l'appela ce soir-là, dans une conversation intime avec Dounia, Pulcheria Alexandrovna Raskolnikova.